Donc aujourd'hui, le Maroc des montagnes comme leçon, j'avais décidé de faire cette leçon parce que je suis des cours d'arabe littéraire qui n'est absolument pas l'arabe que l'on parle au Maroc. Et au Maroc, on ne parle pas l'arabe, on parle la langue berbère, une des langues berbères, passons. Et bien sûr, j'avais choisi ce sujet avant le tremblement de terre de Marrakech. Donc, c'est pas moi qui l'ai commandé, hein. Voilà. Donc, un dossier court, parce que les documents sont rares pour faire de la géographie paysagère comme celle que je pratique, de la géographie sociale et anthropologique, pour vous parler de territoires, de flux, de grandes flèches, on trouve, mais c'est inintéressant, donc j'ai pas pris de texte. Par contre, je vous ai donné, outre la bibliographie que nous allons commenter à mesure, j'ai trouvé une carte dans un vieux bouquin qui date de 1949, qui est le bouquin de Joly Fernand, et ils se sont mis à toute une série. C'était, je pense que ils ne doivent plus être là, des professeurs de lycée à Rabat, à l'époque où il n'y avait pas d'université. L'université du Maroc est en Bordeaux, hein, c'est bien connu, ça s'imposait, avec comme étudiants célèbres, au moins dans les bistrots et les boîtes de nuit, le futur Hassan II, roi du Maroc, qui a fait des études de droit à Bordeaux, enfin qui a commencé des études. Voilà. Donc, une vieille carte un peu vintage, mais qui a l'avantage de nous donner les unités de relief. Je vais faire circuler deux documents. Un premier document avec, il circule déjà, l'ai-je donné, avec les noms et pour l'émargement. Un deuxième document qui est une fiche de préinscription pour l'excursion que je me propose d'organiser avec vous, et pour vous donc, mais avec le groupe de randonnée, le 18 et le 19 juin. 18 et 19 juin, donc je fais un appel, donc, astuce, aux bonnes volontés. Pourquoi? Parce que c'est un mardi-mercredi, donc ça permettra aux gens qui partent en week-end de pouvoir partir, et puis il n'y a que le mercredi pour ceux qui ont la garde des petits-enfants. Donc, je fais circuler ça avec votre nom, votre prénom, votre 06 et puis votre adresse courriel pour que l'on puisse reprendre contact, je ne sais pas, au début du printemps. Et ce sera où? Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire. Viens. Tout à l'heure, il y a une dame qui me disait, nous on a travaillé en Afrique de l'Ouest, mais moi je suis toujours à l'Est. Donc, voilà. Je voudrais faire cette excursion dans les Pyrénées catalanes. Dans les Pyrénées catalanes, quand vous êtes dans le Val d'Aran, que vous montez à Baqueira, on s'arrête à la station de sport d'hiver, qui est très très bien, hein. Et puis après il y a un col qui s'appelle la Bonaille, et puis après il y a les Encantats, et puis après il y a d'autres montagnes que je ne connais pas bien. Mais qui sont peuplés de Catalans, de ruraux donc, mais aussi de gens qui vivent du tourisme, mélange habituel. Et j'aimerais bien qu'on fasse cette excursion en 2 jours. J'avais essayé d'en faire une en 3 jours, et on voulait aller dans le Cap-Cyr, mais 2 nuits dehors, pour beaucoup d'entre nous, c'est trop par rapport au syndicat familial, par rapport aux engagements. Donc on fera qu'une nuit dehors dans ces Pyrénées catalanes, hébergement dans un hôtel, sans punaise de lit bien sûr, le meilleur marché possible, repas, on a déjà fait ça, c'est pas mal. Excursion, ça sera lecture de paysages, patrimoine, donc morpho, et aussi bien sûr l'arrêt pour faire un croquis de paysage comme nous avons l'habitude de le faire. Enfin, c'est moi qui l'impose cet arrêt parce qu'il y en a qui ne sont pas fanas, mais pour moi ça me permet de faire mes petits dessins habituels. Voilà. Donc si vous êtes pour, ah là c'est mouillé, tiens. J'espère qu'il ne pleuvra pas ce jour-là. C'est madame qui a posé son parapluie. Voilà. Je commence mon cours, le Maroc des montagnes.
Alors le Maroc, tout le monde a l'impression de connaître. C'est un pays qui est au Maghreb, c'est un pays de montagne, c'est un pays où les montagnes, 21% du territoire, un cinquième, ça ressemble un peu à la proportion par rapport à la France, mais le territoire marocain fait 710 850 km². Donc c'est un pays, le Maroc, qui est beaucoup plus grand, et dans ce pays beaucoup plus grand, les montagnes concernent 10 des 16 régions officielles. Autrement dit, c'est des grandes régions. Ce Maroc, sur ses frontières sud et ses frontières ouest, n'a pas des frontières très bien fixées. Il y a des contentieux avec l'Algérie, des contentieux aussi avec un morceau de Sahara qui était le Sahara espagnol, le fameux Rio de Oro, si vous vous souvenez des vieilles cartes. C'est le Sahara de Tintin, crabe aux pinces d'or. Vous savez, quand il tombe en panne là, et puis que le capitaine Haddock qui avait bu trop de limonade veut le tuer, enfin il y a un rêve. Psychanalytiquement, Tintin c'est très fort. Voilà. Donc il y a encore des problèmes de frontières au sud et à l'est. Ça concerne les montagnes. Nous, on va être un bon géographe institutionnalisé que nous sommes, obligés de reconnaître les frontières, y compris l'enclave de Melilla et celle de Ceuta, là-bas au nord du Maroc, dernier vestige de la colonie espagnole du Rif, qui couvrait toute la montagne que nous allons voir. Alors ces montagnes, quelles sont-elles? Donc ces montagnes, nous avons pour commencer le Rif, dont je vous parle et que vous retrouvez sans les couleurs sur le dossier que je vous ai donné. Ce Rif qui borde la mer Méditerranée, qui fait un arc de cercle. Nous avons ensuite les Atlas, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, et puis ce qu'on appelle l'anti-Atlas. Ça ne se termine pas brutalement vers le sud. Il y a des espèces de plateaux pierreux qu'on appelle des hamadas, balayés par le vent avec des oasis. Et ceux d'entre vous qui pratiquent des treks dans ces pays-là, dans ce type de pays, sud-algériens pas trop, non, quand même. Non, ils sont pas très accueillants. Mais sud-tunisiens, sud-marocains, c'est relativement connu. On va en reparler. Ces montagnes dont je viens de vous parler, elles appartiennent, et vous avez la carte bien accrochée ce coup-ci devant vous, elles appartiennent au système de l'Atlas. Le système de l'Atlas court sur 1500 km du détroit du Gibraltar jusqu'au Cap Bon, à côté de Bizerte en Tunisie. C'est l'ossature du Maghreb. Dans les vieux bouquins de géographie, dont celui que je vous cite, on ne disait pas le Maghreb, on disait l'AFN, Afrique française du Nord. On est devenu complètement amnésique, on ne sait pas ce que c'était, alors qu'il y a eu une production géographique, une production historique, une production géologique en sciences sociales et tout, à partir essentiellement de la faculté d'Alger, mais aussi à partir de celle de Bordeaux et de celle d'Aix-Marseille, sur cet espace de l'Afrique française du Nord par rapport à l'Afrique occidentale française, AOF, et l'AEF, celle qui est tout au sud. Voilà des nomenclatures qui ont disparu de la géographie actuelle, qui ont disparu du langage courant, qui ont disparu aussi de notre mémoire actuelle de français, mais qui avaient bel et bien une grande importance. Je termine là sur le Maroc. Ces montagnes du Maroc, c'est pas rien. C'est là qu'il y a le point culminant de tout l'Atlas, 4165 mètres. 4165 mètres
au Djebel Toubkal. Voilà, alors vous le voyez de loin, vu d'un djebel voisin que j'ai pas pu identifier. Et puis vous voyez le sommet avec d'emblée des trucs très noirs. Et encore plus noirs que le vignemal. Hein. Donc de la caillasse noirâtre, avec du gneiss, avec de la faille, vous le voyez. Et c'est le Toubkal et culmine à 4165 mètres. C'est beaucoup plus haut que les Pyrénées. C'est beaucoup plus abrupt. Et il y a de la neige l'hiver. Et au printemps, il y a même des stations de sport d'hiver, avec un petit problème récurrent de quantité de neige. Alors, si on regarde bien la carte, et je reviens sur la diapo précédente, regardez, les montagnes du Maroc forment comme les deux bras là, de la basilique de Lourdes, deux bras protecteurs qui enserrent le Maroc atlantique à l'abri des influences climatiques, économiques et politiques de ses voisins algériens. Ça tourne le dos au reste du Maghreb. Et se tourner le dos, ce sont les montagnes qui le provoquent. Donc, on va attaquer la leçon avec une problématique et un plan. Le plan, je n'ai pas réussi à faire 4 parties, mais déjà l'introduction, c'est une partie, vous avez compris. La problématique, le fil rouge, consiste d'une part à replacer les montagnes du Maroc dans l'histoire géologique, naturelle et sociale, et d'autre part à questionner les modes de vie des montagnes, des montagnards marocains, confrontés, les montagnards bien sûr, à l'actuelle modernité, point. Et on va retrouver finalement la même problématique que dans les montagnes françaises et que dans nos Pyrénées, avec un décalage quand même de développement. Le plan des systèmes de haute terre, ouverts à la fois sur l'océan et on n'oublie pas au sud sur le désert. Mauvaise pioche pour les Marocains, leur désert à eux, pour le moment, ne recèle ni gaz naturel ni pétrole. Le voisin, oui. Deuxième partie, les composantes naturelles de la montagne marocaine. Et troisième partie, rôle et place des montagnes dans le Maroc contemporain. Donc, on va commencer par des systèmes de haute terre ouverts à la fois sur l'océan et sur le désert, qu'on va décliner en 3 grands volets. Premier volet, le Rif. Deuxième volet, l'Atlas, qui se compose du Moyen Atlas et du Haut Atlas. Et ensuite, en troisième point, les différences, les spécificités de chacun de ces ensembles montagnards. Alors, le Rif, et vous avez déjà une photo du Rif. Là, il y a du calcaire, c'est des vieux calcaires, il y a des terrasses. Écoutez, on est dans la Sierra de Guara au mois de mai, hein. Ça ressemble beaucoup. Je ne sais pas ce qu'on va avoir comme paysage pendant l'excursion, là-bas après Bonaï, mais ça risque de ressembler. Sauf que en Algérie, dans le Rif, dans les Atlas, les terrasses, elles fonctionnent encore, tandis que chez nous, elles sont complètement abandonnées et couvertes de broussailles. Donc, on va attaquer par le Rif. Le Rif est une montagne peu élevée, mais une montagne tourmentée, très tourmentée. Le Rif, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, et on le revoit sur cette carte à grande échelle. Le Rif tourne, borde la mer Méditerranée et culmine à 2450 mètres au Djebel Tirhidine. Le Djebel Tirhidine qui doit être là, à côté de Targhist. Donc c'est déjà une haute montagne. 2450 mètres, c'est l'équivalent du mont Tégu, si on veut le comparer, avec nos Pyrénées. Et après cette partie centrale, la montagne va s'abaisser à la fois
vers le golfe de Melilla, et puis à la fois vers Ceuta et vers Tanger, avec cette sierra dont je vous parlerai tout à l'heure, celle-là très particulière au point de vue mythologique. Mais je vous réserve la surprise. C'est une chaîne compliquée, cette sierra qui s'appelle la sierra des Jebala. Pas Jebala comme arabe, J-E-B-A-L-A. Le Rif est une chaîne compliquée, je vous l'ai dit, avec une structure de nappes de charriage superposées. C'est le casse-tête des géologues et des géographes quand ils expliquent le paysage, puisque ça résulte, une nappe de charriage, d'une contrainte qui va, par un chevauchement, faire passer les terrains les plus anciens au-dessus des terrains les plus récents. Et puis avoir ensuite un double chevauchement avec à nouveau des terrains anciens sur ce terrain récent et puis d'autres encore au-dessus, ce qui va nous donner une structure très compliquée, très faillée, le tout bien dégagé par une érosion extraordinaire et on va avoir donc ce relief compliqué. Nous devons rapprocher le Rif du système bético-andalou de la Sierra Nevada qui est au-dessus de Grenade et que vous connaissez peut-être si vous y êtes allé, car les deux systèmes étaient égaux avant que ne se creuse le détroit de Gibraltar il y a 5,3 millions d'années. C'est pas hier, bien sûr, c'est pas récent, mais il y a eu un pont. Effectivement, dans cette époque du Pliocène, il y a 5,3 millions d'années, un pont qui s'est cassé, qui s'est brisé. Ce qui fait que pour les espèces, la flore, la faune, etc., il y a eu des passages. Violemment buriné par l'érosion, disais-je, la dissection va donner des paysages farouches, très fermés du côté de la Méditerranée, où la montagne plonge dans la mer. Et une montagne qui plonge dans la mer, au point de vue géographique, c'est une riviera. Alors, la riviera éponyme, elle est en France et en Italie, mais partie française des Alpes-Maritimes qui a longtemps été italienne, donc ça va en gros la riviera de Nice jusqu'à Gênes. Et on a donné ce nom de montagne qui plonge dans la mer très très fort, on a donné le nom de Riviera. Nous avons déjà vu des Rivieras lorsqu'on a fait les Pyrénées orientales et lorsqu'on a fait les Pyrénées occidentales avec les couches de flysch du Pays Basque, du Guipuscoa, qui tombent dans l'océan Atlantique. Donc, la montagne plonge dans la mer, et là je cite l'auteur qui a fait l'introduction d'un bouquin que je donne en bibliographie, c'est M. René Lespès. Il écrit la Riviera forme des promontoires rocheux et projette des îlots et des écueils. Bon, ça nous fait une espèce de Costa Brava. Sauf que pour le moment, il n'y a pas trop d'urbanisation, ça change. Et puis, ces îlots, ces rochers, ces criques, très très propices à l'exploitation de la grande production du Rif, je ne vous dis pas laquelle, mais vous allez, pas les migrants, hein, vous allez vite le savoir. Donc c'est un littoral qui est très inhospitalier, sauf dans l'échancrure de ce port qui s'appelle Al Hoceima. Que dire de plus? Vers le sud, vous avez des séries schisteuses, des séries calcaires qui vont s'abaisser et qui vont s'abaisser jusqu'à faire un passage entre le Rif et le Moyen Atlas dans une trouée où il y a la ville de Taza. C'est la fameuse trouée de Taza. Et pour ceux qui sont d'origine pied noir, bien souvent pour ceux qui étaient d'Oran, quand ils avaient une voiture et qu'ils voulaient aller passer quelques jours en France, ou quand ils se sont repliés de la région d'Oran, vous savez, quand il le fallait, là en 1962, vu qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est en bagnole qu'ils sont passés par la trouée de Taza, qui est très célèbre, et il y a cette ville qui est une ville clé.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour les paysages du Rif, pour ces reliefs qui sont quand même très pittoresques, qui sont très beaux, ça donne envie d'y aller, sauf qu'il vaut mieux ne pas y aller. Je vais vous dire pourquoi, c'est la surprise. On va voir maintenant les atlas, l'atlas marocain, qui se compose du moyen et du haut Atlas et qui forme au centre du pays une importante masse montagneuse. Alors là encore, on n'a pas de vallée glaciaire comme le Grésivaudan ou comme la vallée du Rhône en Suisse ou comme les vallées glaciaires suisses du côté d'Innsbruck. Non, c'est des grosses montagnes, très élevées, très massives, avec des rochers, des roches plutôt grises, quand elles ne sont pas noires, comme on l'a vu tout à l'heure pour le mont Toubkal. Donc, on va commencer par... Alors, cet atlas, pardon, il faut que je dise quand même la généralité, c'est la montagne marocaine par excellence. Qui dit Maroc des montagnes, dit Atlas. Je vais parler du Rif, qui est vachement important, on va le voir, mais la montagne par excellence, c'est l'Atlas. Elle est élevée, le climat est rude, il y a de la neige en hiver, il y a des forêts étendues, il y a des pâturages abondants, et quand ces pâturages ne sont pas assez abondants, on envoie les troupeaux dans les forêts. Et là, ce n'est pas des troupeaux de vaches, c'est des troupeaux de chèvres et des troupeaux de brebis. Donc ça ne mange pas pareil que les vaches et les chevaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces forêts sont mises à mal. Ah, je commence à la troisième partie là. Bon, j'ai rien dit. Voilà. Donc, pâturage abondant. Mais c'est surtout un château d'eau. Un château d'eau d'où vont diverger tous les grands fleuves du Maroc. Alors, au Maroc, les fleuves et les rivières s'appellent oued. En géographie, première année, géographie physique, hydrographie continentale, un oued est une rivière à écoulement intermittent. Au Maroc, il y a des fleuves permanents, mais on les appelle des oueds. Sauf que ces oueds, avec le réchauffement climatique, on va le voir, ont tendance à être vraiment des oueds, avec réchauffement climatique, pardon, et pompage de l'eau aussi, avoir des écoulements très irréguliers et pas toujours pérennes, comme je vais vous le dire. Donc, montagne marocaine par excellence, château d'eau, c'est aussi le cœur des pays berbères. Les berbères, alors, les pays berbères, en arabe, c'est bled, le bled, c'est le pays, hein, bled S-Siba, Siba, S-I-B-A, en arabe vernaculaire du Maroc. Je dis bien vernaculaire, c'est pas l'arabe littéraire. Si vous dites bled S-Siba au Koweït ou en Jordanie, on ne va pas vous comprendre. On va dire de quoi. Ben voilà. Bien. Et là, nous avons de vieilles populations rurales très enracinées. Et quand je dis vieille population rurale, c'est pas pour faire du passéisme romantique. Non, non. C'est des paysanneries très structurées socialement, très fortes, vallée par vallée, clan par clan, on dit tribu, mais c'est des clans, hein, élargis, avec des savoir-faire agricoles dont je vais vous reparler et qui sont absolument époustouflants. Sauf que, face à un tracteur John Deere, ça ne rapporte rien. Voilà. Ce sont des cultivateurs sédentaires, de terrasses irriguées, ou alors ce sont des pasteurs transhumants qui se partagent les villages. Et ces pasteurs transhumants, comme les paysans, ont des maisons en pierre, des maisons en pisé, avec des paysages que l'on va voir tout à l'heure. Tout à l'heure. Tandis que les éleveurs, eux, font de la transhumance. C'est-à-dire que ils vont aller chercher de l'herbe dans la montagne. Et ils vont aller chercher de l'herbe là où il y en a. Mais par rapport aux transhumances pyrénéennes que nous connaissons bien, et qui sont bien étudiées par certains spécialistes, les transhumances marocaines sont des transhumances qui concernent tout le groupe social. C'est-à-dire, on va suivre les troupeaux, chèvres, brebis, chameaux, mulets, on va les suivre
toute la famille va les suivre. Donc nous allons avoir on va le voir tout à l'heure, des mouvements de population et un double habitat. Un double habitat comme ceux qui existaient il y a encore 50 ans, qui existent encore un peu du côté de Béas, par exemple, par rapport à Gèdre-Dessus. Donc voilà pour l'Atlas. C'est une barrière entre le Maroc et l'Algérie, entre le Maroc pré-saharien et oriental. Il y a un dicton qui dit le Maroc, le dos que le Maroc tourne à l'Algérie. L'Atlas est le dos que le Maroc tourne à l'Algérie. Je cite l'espèce entre guillemets. Et alors, cette affirmation existe encore, bien sûr. Elle est la cause de la profonde originalité du Maroc par rapport au reste du Maghreb et par rapport à l'Algérie. Alors je ne vais pas refaire l'histoire, ça serait trop long, c'est de la géographie. Mais c'est un constat que l'on retrouve encore de nos jours. Et en fouinant sur Internet, vous vous rendez bien compte que j'ai pillé Wikipédia et tous les sites et tous les journaux marocains et tous les journaux algériens. J'ai trouvé un site, l'Algérie patriotique. En français, c'est un site algérien. Et en 2018, l'Algérie patriotique commentait l'attribution au Maroc de l'organisation du mondial de foot 2030. Vous le savez. Bon, donc si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Titre de l'Algérie patriotique, le Maroc tourne le dos à l'Algérie et veut faire cavalier seul. C'est le commentaire en 2018. Et là, vous savez, sur tous les sites, vous avez des followers, des gens qui donnent leur avis. Et un certain Huméry ajoute sur les réseaux sociaux, le Maroc ne tourne pas le dos à l'Algérie, puisqu'il a la sale habitude de lui tirer dans le dos. Oui, ça vous donne... Et la raison de ces non-échanges, c'est l'Atlas, c'est la montagne. Cette nuit, là, avant de me coucher, je relisais l'histoire coloniale, l'histoire de Lyautey. Plus personne ne parle de Lyautey. Il a été remarquable. Et alors, Lyautey a commencé sa carrière en Algérie, précisément dans les années 1910. Et il était dans la cavalerie. Maintenant, ça serait les blindés. Et la grande occupation de son régiment de cavalerie, c'était de donner la chasse aux tribus marocaines qui descendaient de l'Atlas et qui venaient rasier toute la partie occidentale de l'Algérie, y compris l'Oranais, sauf que là, il y avait quand même quelques pieds noirs installés, et ça se passait plutôt mal. Voilà. C'est des terres violentes, hein. On va le voir tout le temps. Bien. Toutefois, comme je vous le disais, ces montagnes sont trop vastes pour ne pas présenter des différences. Alors on va voir le Haut-Atlas. Le Haut-Atlas, il y a un paysage du Haut-Atlas ici au printemps. Écoutez, c'est magnifique, hein? Bon, sur l'internet, elles sont toutes magnifiques. Dans un sens ou dans l'autre. Si on veut vous montrer du dégueulasse, on va vous montrer de l'horrible, ou alors on va vous montrer du pittoresque. Pittoresque, qu'est-ce que ça veut dire au point de vue étymologique? Qui peut être peint. Et donc là, on a envie de sortir le carnet et de passer 3 quarts d'heure. Donc, vallée à fond plat, versant pelé, boisement, neige sur les sommets, et comme l'a dit Jean Dresch, un des spécialistes du Maroc dans les années 50, une montagne de couleur sombre. Donc, le Haut-Atlas culmine au Toubkal, comme je vous l'ai dit. C'est une chaîne puissante, tenez-vous bien, 700 km, orientée ouest-sud-ouest, nord-nord-est. Depuis le cap Gir, vous le retrouvez sur votre carte. Je vais essayer d'y revenir rapidement au cap Gir. Le voilà, le cap Gir, il est ici. Et il va aller jusqu'aux confins avec les hauts plateaux. Ce cap Gir, il est juste à côté d'une ville qui s'appelle Agadir, et dont je vais vous parler tout à l'heure dans un autre développement de mon propos. Au point de vue structural, le Haut-Atlas est le soulèvement
entre de grandes cassures de blocs de massifs anciens, granit, schiste, laves anciennes, disloqués au tertiaire et portés en hauteur. La partie la plus élevée est à l'ouest et il va s'abaisser vers l'est, mais rester quand même élevé, hein, avec du 3000, et se terminer dans des hauts plateaux qui forment la frontière entre le Maroc et l'Algérie. J'avais envie de dire l'actuelle frontière, parce que c'est bien d'ailleurs hein, qu'on représente les frontières avec des pointillés. Comme ça, on sait exactement à quoi sert une frontière. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons, nous autres Pyrénéens, Aragonais, Bigourdans, Béarnais, Catalans, d'avoir une frontière qui dure depuis 3 siècles. Mais c'est vraiment exceptionnel, hein, parce que les frontières, cela change beaucoup. Bon, donc, l'Est moins élevé, avec des plis plus courts. Au point de vue morpho, les couleurs sombres dont je vous parlais, sommets lourds, vastes étendues planes, portées en altitude. Ça vous rappelle rien dans les Pyrénées? Pensez au Montaigu, pensez au Takam, pensez à la station de Luzardiden. Ça rappelle les plats pyrénéens. Vous savez, c'est parties de socles portés en hauteur. Et alors, ces sommets contrastent violemment avec la profondeur des vallées qui sont vraiment en dessous, qui sont des vallées torrentielles, remblayées. Ce n'est pas des vallées dégagées par les glaciers. C'est des vallées torrentielles qui ont été plus ou moins remblayées. Mais il peut y avoir des gorges. Et puis des cols que dans la langue berbère on appelle des tizi, T-I-Z-I, d'où le nom de la ville algérienne de Tizi Ouzou, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis en contraste violent, aussi bien avec la lourdeur des sommets qu'avec la profondeur des vallées, on a parfois, surtout exposé au nord, l'élégant découpage de petits glaciers qui, au Quaternaire, se sont accrochés aux sommets les plus élevés et les plus abrités du soleil. Donc on a du guillochage glaciaire. Oh, c'est discret, il faut monter, il faut aller à 3500 mètres, 4000 mètres. Mais on a un peu de glaciaire à cette latitude. Que je vous le dise tout de suite, il n'y a plus de glacier depuis belle lurette. J'ajouterai qu'il y a 2 fossés très profonds qui bordent au nord et au sud ce Haut Atlas. Ces 2 fossés, c'est... alors attendez, je vais revenir... Non, voilà. Si j'appuie pas sur la bonne flèche, ça ne le fera pas. Non, c'est pas la bonne. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ces sommets profonds, au nord et au sud de l'Atlas, c'est le Haouz, au nord. Le Haouz qui est très connu parce que très visité par les touristes, parce qu'au milieu du Haouz, je ne l'ai pas mis sur la photo parce que c'est plus loin, il y a la ville de Marrakech. Et puis au sud, avec cette montagne qu'on appelle l'Anti-Atlas et dont je vais vous parler, il y a le Souss. Haouz et Souss, vous allez retrouver ces 2 mentions sur la carte du Polycope que j'ai mis à votre disposition. Donc, la ville de Marrakech. Alors, il ne faut pas croire les guides touristiques qui vous font croire qu'il y a des charmeurs de serpents sur la place du village. Oui, il y en a, mais c'est quand même 1 400 000 habitants en 2023. C'est une énorme villasse, c'est grand comme Marseille, comme Lyon, vous voyez, c'est énorme. Bon. Et ce Haouz est arrosé par les rivières qui descendent de la montagne et on va pouvoir y développer chaque fois que l'on peut une agriculture irriguée, des palmeraies, et chaque fois qu'il y a de l'eau, c'est verdoyant, c'est merveilleux et ça contraste et on le voit sur les photos avec les pentes désolées, les reliefs à nu. Vraiment, on est dans une dichotomie paysagère qui fait la joie bien sûr des photographes et des peintres. Cet oxymore que nous avions souligné, vous en souvenez, dans notre leçon sur Pau et les Pyrénées, entre montagne et plaine, on va le retrouver à Marrakech, depuis le Haouz sur le Haut Atlas. Au sud c'est le Souss.
Voilà une photo du Sousse, qui est la réplique du House, même climat sec, même agriculture fondée sur l'irrigation, même population de tribus Schleu. Les Schleu. J'écris ce nom au tableau et je donne une petite explication. Je fais attention de ne pas me planter dans la quantité de H. Non, je suis bon. Voilà. Les Schleu. C'est comme ça que pendant la Première Guerre mondiale, on appelait les Allemands. Et d'où ça vient? Eh bien, c'est que le Maroc est devenu protectorat français en 1912 et les Schleu ne se sont pas laissés faire. Ils ont commencé à chasser le sultan qui avait signé le traité de protectorat. Ils l'ont viré de Fès, ils l'ont envoyé à Rabat. Et puis, ils ont entretenu une agitation. Et qui étaient les montagnards, les Schleu, et pas les troupes françaises ou la gendarmerie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Tignous fit à votre ordre. Et lorsque l'Allemagne déboule face à la France, ou la France face à l'Allemagne, on va donner aux Allemands le nom de Schleu. On dit aussi Bosch, ça vient d'Albosch. Que des trucs gentils, hein, vous avez remarqué. Bien. Et alors, au sud et à l'est du Haut-Atlas, on a un climat aride, de plus en plus aride, et on va voir une montagne qu'on appelle l'Anti-Atlas. Vous l'avez sur votre carte. Je ne refais pas la gym de revenir à la carte, parce que je vais encore me planter. L'Anti-Atlas court parallèlement au Haut-Atlas. Il est constitué par le bord redressé du vieux socle africain, qu'on appelle ici le socle saharien. Et avec l'Anti-Atlas, on passe dans un autre monde. C'est plus le monde atlantique, c'est plus le monde méditerranéen, c'est plus le monde montagnard, c'est le monde du désert, avec tout ce que ça suppose de dénuement, de rareté de l'eau, rareté du bois de chauffage, rareté de la nourriture, pas trop d'obèses sur les hamadas du sud marocain, bien sûr, et pas besoin de leur parler de régime crétois, ils le pratiquent tout seuls et sans le savoir. Voilà. Je vous ai parlé du Haut-Atlas et de son annexe, l'Anti-Atlas. Parlons maintenant du Moyen-Atlas qui se détache du Haut-Atlas au nord-est de la même ville de Marrakech dont je vous parlais tout à l'heure, et vous le retrouvez en jetant un œil sur votre carte sur la rive droite d'un oued qui s'appelle El Abid. El et puis loin Abid, A-B-I-D. Là, il s'agit d'un massif calcaire avec des paysages qui ressemblent beaucoup à ceux du Jura et qui présentent, comme le Jura, deux types de montagnes. Vous savez, vous vous souvenez de vos cours, classe de première et classe de troisième, je vous les rappelle quand même, des fois que ça soit un peu loin, on distinguait deux Jura. À l'est, le Jura plissé, le plus proche des Alpes, celui qui avait pris la secousse, et puis à l'ouest, le Jura des plateaux. Le Jura plissé, c'est le Jura de Saint-Claude, c'est le Jura de l'équipe d'Oyonnax en rugby, et le Jura des plateaux, c'est celui de Besançon, vous ne le voyez pas, c'est celui de l'enterrement à Ornans, de Courbet. Ça y est, vous l'avez dans les yeux, voilà. Donc, on va retrouver la même chose pour le Moyen Atlas. À l'ouest, un Moyen Atlas tabulaire, constitué de hauts plateaux calcaires étagés. Il y a des cosses, il y a des phénomènes karstiques, il y a des avennes, il y a des grottes, il y a des pertes, il y a des résurgences avec d'énormes fontaines, d'énormes sources qui sourdent au pied des abrupts calcaires, et bien sûr c'est utilisé, avec pour ce calcaire une couleur grise. C'est pas le calcaire de dessus de Lourdes, hein. C'est pas le calcaire de la Slovénie. Non, c'est un calcaire gris, avec de temps en temps des taches noires
très belle dans les paysages, c'est les résidus, les restes de phénomènes volcaniques qui se sont développés en même temps que se mettait en place cette montagne. Et à côté de ce Moyen-Orient, de ce Moyen Atlas, des plateaux, nous avons le Moyen Atlas plissé, avec toute une série de plis parallèles, élevés, avec le point culminant d'ailleurs du Moyen Atlas, c'est le Djebel Bon Nasser. Djebel, ça veut dire montagne, donc c'est la montagne Bon Nasser, Bon B-O-N, Nasser, plus loin, N-A-C-E-U-R, qui culmine à 3290 mètres quand même. Donc c'est pas rien. Et là nous avons, donc, dans cette structure, si je fais un crowbar, nous avons le Moyen-Orient, le Moyen Atlas des plateaux, avec tous les phénomènes karstiques et la ressortie de l'eau en fontaine vauclusienne. Et puis, vous avez le Moyen Atlas plissé, avec un relief qui est conforme par rapport à la structure, mais parfois des inversions. Donc, dans le relief plissier jurassien, on appelle les parties sommitales topographiquement et les plus élevées au point de vue structural des monts, et puis les parties de vallée, les vaux, un val, un mont, un val. D'où l'expression par mont et par veau. Voilà, ça vient de là. Bien. Je ne croyais pas faire de la littérature aujourd'hui, mais enfin j'en fais. Voilà. Donc, de larges vallées allongées qui dominent brutalement vers l'est la vallée, la large vallée du grand fleuve de l'Est marocain, qui est la Moulouya, et que vous allez revoir sur la carte que je vous ai donnée. Et comment ça va se terminer, le moyen, par un anoyage sous les matériaux, un anoyage sous la plaine de Guersif. Ça va se terminer tout doucement avec la Moulouya et puis la plaine de Guersif. Est-ce que vous lisez au tableau ou est-ce que c'est trop petit? Ça va mieux? Voilà. Fin des différences de ces montagnes qui, quand même, il faut le souligner, se ressemblent drôlement. Et voilà la fin des paysages, de la présentation des paysages de cette montagne, de ces montagnes du Maroc. On a jusqu'à quelle heure, hein? Moins le quart, très bien. Mais je serai à l'heure ce coup-ci. Je n'ai pas préparé beaucoup à manger. Deuxième grande partie, les explications. Les composantes naturelles de la montagne marocaine. Et je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai eu le pot de tomber sur cette carte qui est au tableau, qui est la plus parlante de toutes, malgré quelques petites inexactitudes. Si je veux faire la mauvaise langue, je vous les dirai. Donc on va voir d'abord la mise en place, deuxièmement la biogéographie, et troisièmement la flotte, l'eau. Je crois qu'on a fait le tour là de la problématique des montagnes marocaines. La mise en place, et j'ai trouvé cette expression dans un des livres de Jean Dresch, que je ne cite pas en bibliographie parce que c'est vraiment trop technique. On a l'étau des plaques tectoniques. Alors, le système de l'Atlas et le système du Rift sont des chaînes d'âge tertiaire qui résultent de la collision entre la plaque africaine et la plaque euro-asiatique. Moi je dis euro-asiatique parce que c'est plus facile à écrire. Nous avons un chevauchement de l'Atlas qui va... Il y a une grande faille que vous voyez là. Elle commence à Agadir. Elle se termine vers la Moulouya. Donc... pardon, j'ai dit, elle se termine en Tunisie, 2000 km. Voilà donc l'explication de la formation de l'Atlas. Poum! Collision et les vieux matériaux entre les deux plaques et les matériaux sont portés en hauteur. Le Rif c'est encore mieux.
ou encore pire, comme on voudra. Il appartient au système bétique, au système espagnol. Je vous ai dit tout à l'heure que le détroit de Gibraltar datait du Pliocène. Il se situe, le Rif, juste sur la limite des deux plaques. Et à la conjonction avec tout un système de failles qui forme le système bétique. Donc là, nous avons une triple jonction. Et on le voit bien sur la carte. Jonction entre l'Afrique, jonction entre l'océan Atlantique central, jonction entre la Méditerranée. C'est une région particulièrement instable. Et cela nous explique pourquoi ce relief du Rif dont je vous parlais tout à l'heure est très tourmenté. Parce que ça bouge de tous les côtés. Nous autres Pyrénéens qui redoutons à chaque passage de camion dans nos villages le soir vers 23 h, que ça soit le Big One, il ne faut pas qu'on se fasse de soucis. Parce que la plaquette ibérique va nous donner un coulissage que l'on voit, mais très atténué par rapport aux lignes de force de cette faille qui se termine ici en Turquie. Vous en souvenez ce qui s'est passé cet automne en Turquie avec des tremblements de terre mais remarquables. Vous avez ceux d'entre vous qui ont voyagé dans l'est de la Turquie, il n'y a pas de monuments, les villes sont rases, basses, en cours de reconstruction parce que vous avez un tremblement de terre l'un dans l'autre tous les ans. Donc ces plaques s'individualisent au Jurassique avec, vous savez, ce dont je parlais la semaine dernière pour la création des Appalaches, l'éparpillement des morceaux du vieux continent de Gondwana avec création de l'océan Atlantique central et puis de ce qui devait devenir la Méditerranée mais qui s'appelle pour les spécialistes, dont les géographes, la Thétis. C'est l'ancêtre de la Méditerranée. Elle était plus vaste. La Méditerranée est en train de se refermer. Mais bon, on a le temps, on ne le verra pas. Hein. Bien sûr. Donc, soulèvement résultant du jeu des plaques et qui porte en hauteur des vieux terrains du primaire, paléozoïque, et leur couverture sédimentaire du secondaire, mésozoïque. Boum! Et là-dessus, des recherches récentes menées par des chercheurs français et marocains, et je le cite en bibliographie, c'est André Michaud et les autres, mais André Michaud est le patron de cette recherche. Ces recherches montrent que, en même temps qu'il y a eu la collision des plaques, il y a eu en même temps un soulèvement thermique. Il y a eu un point chaud. Vous connaissez les couches de la Terre? Là, vous avez le plancher des vaches, dont on se rend compte que comme plancher, il y a mieux, hein, qu'on appelle la lithosphère, la sphère des pierres, et puis dessous, la sténosphère, avec des remontées de magma qui viennent des profondeurs du Sial et du Sima, et c'est ce qui s'est passé au moment de la création, de la surrection au tertiaire, au milieu du tertiaire, de tous ces systèmes montagneux. Et ces remontées, ça s'appelle des points chauds. Et ça peut donner des éruptions volcaniques. Et actuellement en Islande, tous les soirs à la télé, on nous régale, on est au coin du feu, et on voit ces pauvres maisons d'Islandais qui sont en train de cramer, etc. Il y a un point chaud, c'est le cas de le dire. Donc, Michaud, cité en bibliographie, et son équipe ont montré que ça a accentué l'effet de surrection de ces montagnes de l'Atlas et de ces montagnes du Rif. Il s'agit de zones d'intense sismicité. Quand j'ai choisi de faire cette leçon, il n'y avait pas encore eu Marrakech, mais souvenez-vous, quand on était gamin, 1965,
Agadir, alors bien sûr, Sud-Ouest, comme tous les journaux, déjà à l'époque, Agadir rayé de la carte, mais Agadir était une ville moderne, c'était une ville de béton armé, avec des bâtiments modernes style, c'était une ville à la Lyautey. Vous savez, le gouverneur général du Maroc qui avait modernisé le pays, enfin le pays, uniquement les contrebas, hein. Les montagnes ne l'intéressaient pas, sauf pour y piquer de l'eau, pour faire de l'électricité. On va reparler de Lyautey, qui par ailleurs est admirable, bien sûr. Voilà. Donc, Agadir, en 1965, 15 000 morts sur 35 000 habitants. Waouh, près de la moitié. Et je me souviens d'une photo de Paris Match, parce que mes parents lisaient Paris Match, bien sûr, à l'époque, c'était pas devenu ce que c'est devenu. On voyait une plaque de béton, et on voyait les deux jambes et les souliers à talons hauts d'une dame. Ça m'avait bouleversé, parce que ma mère avait les mêmes souliers. Voilà, j'avais posé plein de questions à mes professeurs et tout ça, et ils me disaient pourquoi vous posez tant de questions, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai jamais dit que ma mère avait les mêmes souliers que cette photo. Bon, faut pas tout dire, hein. Voilà. Et ça continue de trembler, et on a eu, au mois de septembre, le 8 septembre 2023, ce tremblement de terre qui a fait officiellement 2946 morts, c'est faux. Je suis sûr qu'il y en a davantage. Mais le royaume chérifin tient à montrer qu'il maîtrise et tout ça. Mais bon, heureusement, Marrakech n'a pas été touché, les touristes peuvent continuer à y aller. Mais dans les djebels qui sont au-dessus et dont je viens de vous parler, avec les modes de vie dont je vais vous parler tout à l'heure, vous vous rendez bien compte quand même qu'il y a dû avoir du dégât. Magnitude du tremblement de terre, 6,7 pour le premier, 7,2 pour le second. C'est épouvantable. Parce que quand ça commence par un relativement faible suivi d'un plus important, là les gens disent bon, c'est passé, allez déblayons, et ça leur retombe dessus. Voilà. J'en ai terminé de cette mise en place, que je termine avec la sismicité, et je vais parler maintenant, dans cette seconde grande partie, de biogéographie. C'est une montagne dont la végétation est étagée, mais avec un étagement singulier. D'abord, on est trop au sud, il n'y a pas versant à l'ombre, versant au soleil, ou si peu, il n'y a pas notre fameux Umbret Soulan qui nous ravit chaque fois qu'on parle de nos vallées pyrénéennes. Donc, d'abord, le climat méditerranéen de montagne, avec une dégradation du climat, d'abord avec une baisse des températures avec l'altitude en hiver, et puis une augmentation très importante des précipitations avec l'altitude, et l'hiver sous forme de neige. La montagne la plus arrosée de tous ces massifs, c'est le Rif. La moins arrosée, vous avez gagné, c'est l'Anti-Atlas, mais aussi le Haut-Atlas, qui est moins arrosé que ne l'est le Moyen-Atlas. Il y a des coups de froid très rudes. Le thermomètre peut descendre à moins 15 degrés, moins 20 degrés. Il y a de la neige. Et cette neige, elle peut rester au sol pendant 5 mois. Elle peut rester au sol. Je ne dis pas qu'elle reste tous les ans 5 mois au sol. Mais elle peut y rester et elle tombe surtout. Et elle donne du froid. Nous l'avons bien noté, nous, dans les Pyrénées, dès qu'il a commencé à neiger ce week-end et qu'on avait la neige au-dessus, tout de suite, on sentait la présence. Bon, voilà, vous le multipliez avec les montagnes. La végétation est étagée. Dans le Rif, on a peu de culture, on avait peu de culture. Je continue à maintenir mon suspense. Il y a de belles forêts de cèdres bleus de l'Atlas, des chênes lièges, des chênes verts, et puis un sapin particulier, l'Abies marocana, le sapin marocain. C'est une espèce endémique au Rif. Nous avons une faune très particulière dans le Rif, c'est les macaques, ces fameux singes que l'on va retrouver
sur le rocher de Gibraltar, et on peut en déduire qu'ils étaient dans la Sierra Nevada. Donc, est-ce que c'est pas leurs ancêtres qui étaient là avant l'effondrement pliocène? Bon, j'ai pas creusé le problème. Dans le Moyen Atlas, on a des forêts de cèdres, on a des prairies subalpines. Si je changeais de diapo, ça serait bien. Voilà les cèdres bleus du Moyen Atlas. Alors, c'est pas le cèdre du Liban, hein? Attention, non, non. Nous, dans l'imagerie populaire et dans nos jardins et dans nos parcs, y compris mon jardin, on a des cèdres du Liban. Il y avait les feuilles comme ça, là, vous savez, le drapeau du Liban. Non, c'est des cèdres bleus. Et puis, dans le Haut Atlas, nous avons des peuplements de broussailles avec le seuil qui apparaît à nu. Et puis des palmiers nains. Alors, on ne sait pas s'ils sont nés à cause de l'altitude ou nés à cause du surpâturage, parce que les chèvres aiment beaucoup les bouffer. Et on les appelle les doums. Et j'ai trouvé une photo de palmiers nains, a dit la légende, préservés. Ça veut dire que quand ils ne sont pas préservés, ils sont à ras du sol, on ne les photographie pas. C'est pas joli. Mais vous voyez, c'est bien. Ça, c'est pour le c'est pour le Haut Atlas. Alors, dans le Moyen Atlas, forêt de cèdre, prairies subalpines. Dans le Haut Atlas, à partir de 1000 mètres, vous avez des arbres, mais qui sont déjà du sud, hein, des caroubiers, des pistachiers, adaptés à la sécheresse, des palmiers nains, je viens de le dire. Et puis, alors, ce palmier nain sert aussi à faire des cordages. Donc, je ne sais pas comment on fait, je pense qu'on doit prendre la filasse qui entoure le tronc. On va trouver des genêts, des cytises, pardon, et au-dessus encore, de l'asphodèle rameux, qui caractérise les terrains sur beaucoup à l'asphodèle de nos estives pyrénéennes. Et puis au-dessus, pas d'arbres. Des épineux, des coussinets épineux, des plantes avec des épines, mais les chèvres et les chameaux les mangent. Donc ça sert de pâturage. Alors on n'imagine pas les estives du Montaigu, hein, ou du cirque de Troumouze. Non, c'est pas du tout pareil. Il m'appartient de terminer avec la ressource hydrique. Ce sont des montagnes châteaux d'eau, comme je l'ai déjà dit, et je le répète. Le Maroc est le pays d'Afrique du Nord le plus riche en eau. Même si la ressource en eau au Maroc diminue, d'abord avec le surpompage dans les phréatiques et puis dans les sources, et deuxièmement avec le changement climatique. Mais vous savez, lorsque deux causalités provoquent le même effet, l'enchaînement de chacune accentue l'effet. On en est là. Donc, c'est le seul qui possède deux grands fleuves permanents, et comme je vous le disais tout à l'heure, même si les fleuves au Maroc, on les appelle des oueds. Donc, le bloc montagneux des deux atlas envoie de l'eau dans tout le Maroc. Vous avez les yeux sur la carte que je vous ai donnée. Sur le versant atlantique, on a le Sebou et l'Oum Erbia, deux fleuves qui coulent vers l'Atlantique. Sur le versant méditerranéen, il y a la Moulouya. Voilà cette Moulouya. Et vous avez des coupures de journaux que l'on trouve sur Internet. Catastrophe pour la Moulouya. L'année dernière, la sécheresse a été telle que la rivière n'atteignait plus la mer. Le fleuve n'atteignait plus la mer. Alors aussitôt, deux titrés, rivière morte, bon. Mais c'est le changement climatique et le pompage. C'est la même chose de tous ces fleuves qui traversent les déserts, hein. On n'a pas eu le temps de faire une leçon sur l'Asie centrale. Si, on l'avait fait, vous vous en souvenez, il y a quelques années. On avait parlé de l'Amou Daria et du Sidaria qui se jettent dans la mer d'Aral. La mer d'Aral, elle est séchée. Pareil pour le Tarim. Donc, la technique, l'agriculture technicienne, les usages industriels qui pompent de l'eau tarissent les fleuves. On a été longtemps sur cette vision biblique, croissez, multipliez, l'Éternel pourvoira à vos besoins en tout. Eh bien non. Je ne veux pas dire que l'Éternel se repose, mais bon,
on est peut-être très nombreux, et surtout très nombreux aux mêmes endroits. Voilà. Alors la Moulouya n'arrive plus à la mer en période d'étage, et enfin sur les confins, nous avons, alors comme d'habitude, je me trompe dans mes pages, voilà, c'est fait. Sur le versant saharien, nous avons des oueds, comme celui-là, dans le sud marocain. Là, c'est le oued ziz, mais vous avez aussi le drap, le khéris, le guir. Après leur parcours montagnard, eh bien, ils passent sur le Piémont, et là, ils vont, comment dirais-je, alimenter d'immenses, de nombreuses oasis, des palmeraies, et l'immense oasis de Talilafet, ou Tafilalet, voilà. Tafilalet. Vous l'avez sur la carte. Donc, comme je vous le disais, les ressources en eau baissent drastiquement. Vous avez de nombreuses kétaras. Les kétaras au Maroc, je devrais dire, pour faire l'arabisant distingué que je suis, il n'y a pas de chiffon là. Ah oui, il est là. Je devrais dire khétara. Je peux effacer, vous avez vu? Tout le monde a bien lu Guersif? Alors, ces khétaras, c'est des dispositifs très particuliers. Je l'écris d'abord au tableau. J'écris mal parce que j'ai mal au bras. Voilà, la montagne. Un pédiment, un glacis, de l'eau qui va sortir de la montagne et couler en inféroflux sous le glacis. Et que sont les kétaras? C'est ce qu'on appelle des fogaras en Algérie, c'est ce qu'on appelle des kanates en Iran. Ce sont des puits que l'on va creuser de temps en temps pour pomper l'eau. Ça, avec le chameau qui tourne, vous connaissez, ou l'âne qui tourne, et la noria qui fait remonter de l'eau, mais voilà. Et nombre de kétaras au Maroc sont actuellement à sec. Ou alors, pardon, il ne faut pas être catastrophiste, peuvent être à sec au moment des périodes les plus sèches, c'est-à-dire l'été. Voilà. Donc alors, l'oasis, c'est Tafilalet. Excusez-moi, j'ai trébuché tout à l'heure. Alors, c'est dû au pompage par les humains. Parce que les Marocains sont très nombreux, il y a explosion démographique, il y a une forte quantité de population rurale, et les villes croissent beaucoup, et ça consomme de l'eau. Et au Maroc, tout le monde n'a pas la piscine dans le jardin comme en France, hein, au moins dans le sud-ouest. Voilà, donc ça pose problème. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette seconde partie, sur les composantes naturelles de la montagne marocaine. Et nous allons passer à la dernière partie, rôle et place des montagnes dans le Maroc contemporain. Troisième partie que je vais décliner en 3 sous-parties. Les populations entre tradition et modernité, les dilemmes, j'aime beaucoup le mot dilemme, c'est le terme qui a été employé par un de mes anciens étudiants que j'ai mis en bibliographie, spécial copinage, Johan Milan, qui a travaillé sur le Moyen-Orient, sur le Moyen Atlas, pardon, 2 fois que je me trompe, et qui a fait une grosse publication que je cite en biblio et qui est consultable sur le réseau, les dilemmes, et puis le poids du temps, la mythologie et l'histoire. Donc, les populations entre tradition au singulier et modernité au singulier. J'aurais pu mettre des S si j'avais voulu faire celui qui fait des astuces, mais vous avez noté, je n'en fais jamais. Donc, la population est nombreuse, de plus en plus nombreuse dans les montagnes, avec des conditions de vie rudes, et l'augmentation de population rend les modes de vie précaires, car la ressource n'est pas à la hauteur des besoins élémentaires des populations. Nous,
En France, en Europe de l'Ouest, on ne s'en rend pas compte. À midi, on a tous bien mangé. Tout à l'heure, en sortant du cours, beaucoup d'entre nous iront prendre le thé avec une petite madeleine, ce qui nous permettra de faire un truc à la Proust. Mais si on avait la fringale, j'aurais 5 personnes. Et tout le monde serait au supermarché à faire la queue pour les nouilles. Donc, je reviens à mon Maroc. Des espaces cultivables restreints. La dégradation pastorale. Vous avez déjà vu ce que peut faire un troupeau de chèvres dans un champ de ronces. En 8 jours, il n'y a plus de ronces. L'érosion des pentes. Les hivers rigoureux, avec le vent, l'hiver, qui souffle en permanence. Alors je ne connais pas, mais il paraît que l'usage du caftan est parfaitement justifié là. Des étés chauds et souvent secs, avec des vents très chauds qui viennent du Sahara, le Khamsin en particulier, et qui en plus portent de la poussière. Montagne, je vous l'ai dit, lourde croupe, vallée encaissée, circulation malaisée, isolat, trop de monde, mauvaise piste. Aussi, que font les jeunes? Ils partent. Ils partent vers les villes du contrebas et ils partent vers l'Europe. Alors, on les a en Espagne, comme ouvriers agricoles. En allant à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai traversé la Rioja au moment des vendanges. Et tous les groupes de vendangeurs que je voyais, ce n'étaient pas des Espagnols. Hein. L'Espagnol, c'était le contremaître qui était sur le tracteur. Etc. Non, c'était des ouvriers marocains, ils me le disaient, très sympa. Ils vont travailler en France. Vous les connaissez, c'est peut-être vos voisins de palier. Ou alors, ils sont allés travailler en Belgique. Voilà les pays de destination. La montagne marocaine est en train de se vider. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les montagnards marocains sont soit cultivateurs sédentaires, soit pasteurs transhumants. C'est une dichotomie, ça pour livre de géographie. Ils sont soit pasteurs, soit cultivateurs, soit les deux, dans des proportions qui vont de 90% à 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tous les cas de figure intermédiaires qui peuvent se trouver. Mais pour les besoins de la cause, on va parler des agriculteurs, après on va parler des pasteurs. Alors, les agriculteurs sont les plus nombreux. Regardez sur la photo ces champs. Alors après, on va s'esbaudir hein, des rizières en escalier des Philippines. Voilà. Donc, vous avez des champs minuscules en terrasse, une irrigation par gravité particulièrement ingénieuse et qui demande des coups de main. Mettre en eau une parcelle irriguée, c'est quelque chose de très délicat. Ça ne se fait pas avec un ordinateur, ça se fait avec une pioche. Il faut faire venir l'eau. Pas trop vite, sans quoi elle arrache tout. Et on a gaspillé son stock d'eau, parce qu'elle est rationnée. Pas trop lentement, sans quoi ça n'arrose pas et ça pourrit. Donc c'est une technique. Qu'est-ce qu'on va produire? De l'orge en hiver, du maïs en été, des légumes, toutes sortes de légumes, et des fruits. Avec actuellement une spéculation, j'anticipe, sur les amandiers. Mais, pour une débauche de travail extraordinaire, les rendements sont faibles. Regardez la taille des champs. Alors les éleveurs, les voilà. Voilà les troupeaux, des chèvres et des brebis à tête noire. C'est pas les manèches. Bon, alors j'ai des collègues actuellement qui sont en train de travailler, mais moi je ne vais plus le faire parce que ben voilà le sujet de thèse, sur la diffusion des plantes cultivées et des animaux élevés. Ça va être passionnant. Donc dans la prochaine vie, je le ferai. Chèvres
Et regardez le bouc là, avec les cornes là, c'est Belzébuth. Hein. Et puis voilà les éleveurs transhumants qui ont planté leur tente, leur guitoune. Vous avez vu un peu le décor, il est bien. Hein. Où est-ce qu'elle est l'eau? Enfin, de toute façon, même si elle est loin, c'est pas grave, c'est les femmes qui vont la chercher. Donc, ben oui, il y a un arrière-plan social là qui est particulièrement gratiné. Mais enfin, je vais en reparler tout à l'heure, dans la surprise que je vous réserve. Voilà. Donc, les éleveurs peuvent transhumer et vivent en même temps à certaines périodes de l'année dans le village. Ce qui fait qu'on a des phénomènes de double habitat. Mais comme il y a augmentation de la population, ces tentes, qu'on appelle des douars, hein, à ne pas confondre avec les azibes, qui sont les maisons en pierre sèche, équivalent des cabanes pastorales des Pyrénées. Il y a tellement de monde que nombre de familles n'ont pas de quoi se loger dans les villages et restent, même lorsqu'elles sont descendues dans les villages, restent sous la tente, dans des conditions d'une précarité extrême et d'une hygiène, je ne vous raconte pas, on ne peut plus douteuse. Voilà. Donc, maisons temporaires, les azibes, A-Z-I-B, tentes, les douars. La publicité des agences de voyage fait croire qu'un douar, c'est une espèce de gîte de montagne, vous savez, un peu confort. Faux, hein, forestier, paysan. Bien, voilà pour les modes de vie traditionnels. La modernité, je vous l'ai déjà dit, foutre le camp. C'est la première chose. Donc, forte immigration vers les contrebas, et pour le Rif, vers le littoral, et pour toutes les montagnes, vers l'Europe. Modernité, défrichement, pour planter des arbres fruitiers dans les contrebas, des amandiers qui poussent à ces altitudes au-dessus de l'olivier, avec des phénomènes de pompage de l'eau, parce qu'il va falloir les arroser à un moment donné. Modernité avec la gestion des forêts, avec des lois pour protéger les forêts et empêcher les troupeaux d'y aller. Vous écrivez là, vous êtes sympa. Hein, vous pensez bien que les bergers, les lois, ils ne les connaissent pas. Hein, ils s'en moquent. Alors il y a des gardes forestiers. Et les gardes forestiers, ils empêchent les bergers d'aller faire paître les troupeaux dans les forêts. Et on se refait le cinéma qu'il y avait dans la montagne de Lourdes au XIXe siècle, où les gardes forestiers se faisaient régulièrement casser la gueule par les bergers, et quand ceux-ci en avaient marre de partir en prison, ils prenaient les liquettes de leurs épouses, là, vous savez, les chemises, là, qui tombaient jusqu'aux genoux, et ils allaient faire ce qu'il fallait pour empêcher d'être verbalisés. C'est la fameuse guerre des demoiselles, magnifiquement étudiée par Jean-François Soulet, le président de notre glorieuse université. Voilà. Non, il faut le dire. Donc, nous avons mutatis mutandis, reproduction dans les montagnes marocaines des mêmes problèmes de suroccupation de l'espace que dans les Pyrénées, du temps où celles-ci étaient surpeuplées au milieu du XIXe siècle. Mais je retrouve dans les montagnes marocaines les mêmes problèmes de compétition pour l'espace que je retrouve dans les hautes terres d'Afrique orientale, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, où j'ai beaucoup travaillé. C'est la même chose. Bon, j'ai expliqué ça dans plusieurs écrits. Mais comme personne ne les lit, c'est pas grave, je vous le dis. Bien. Enfin, personne ne les lit, si. Pardon, mes collègues les lisent. Donc, on écrit des livres tirés à 50 exemplaires pour une cinquantaine de lecteurs. Non, j'exagère, je suis méchant, donc je ne veux pas être désespéré. Alors, ces politiques publiques de mise en défense de la forêt, bien sûr, il y a des oppositions. Donc, d'un côté, vous avez des grands discours, vous avez une garderie, hein, vous avez des techniciens forestiers, vous avez des rangers, mais c'est toujours les mêmes. Dès qu'ils ont le dos tourné, la même chose, dès qu'ils ont le dos tourné. Et puis alors aussi construction de barrages. Barrages pour l'irrigation des contrebas,
mais les contrebas, ils sont en dehors de la montagne, parfois, et pour la production d'électricité. Et l'électricité, eh bien, les montagnards, ils la voient passer, vous savez, dans les fils. Pchit. Mais ils n'ont pas le branchement, quand même. Hein. Ou ils l'ont pas toujours. Pas de misérabilisme. Modernité, enfin, le tourisme. Le tourisme. Il y a du tourisme. Alors, là, j'ai mis un pluriel. Parce qu'il y a des tourismes. Le Maroc est un pays riche. Au Maghreb, il y a une bourgeoisie marocaine, une bourgeoisie d'affaires, une bourgeoisie intellectuelle, une bourgeoisie de fonction, qui a des revenus. Ce n'est pas les gens de montagne, hein, c'est les gens d'en bas. Et ils ont des loisirs. Et ils vont passer des week-ends. Le week-end au Maroc, c'est du jeudi soir au samedi soir, hein, parce que le jour de prière, sur le papier, c'est le vendredi. Alors, ils vont au ski. Et j'ai trouvé une station de ski de Loukaï Méden, qui est au-dessus de Marrakech. Alors, ça marche quand il y a de la neige. Mais quand il n'y a pas de neige, ça ne marche pas. Mais il y a ça. Donc, premier type de tourisme, tourisme de balade, tourisme de fraîcheur, tourisme de repos, j'allais dire dominical, de fin de semaine, pour des populations aisées qui viennent des villes des contrebas et surtout de Marrakech, qui est tout proche. Ski, pour la même clientèle. Et puis, il y a ce que... Alors donc, ces gens-là, je veux dire, c'est l'oligarchie marocaine. Je fais attention à dire oligarchie, hein. Je ne dis pas élite. L'élite, c'est nous. L'oligarchie, c'est ceux qui ont... Oui, oui, parfaitement. C'est ceux qui ont des gros moyens, etc., etc. Je ne vous explique pas, on voit ça à la télé tous les soirs. Et puis, il y a le tourisme halogène, sous forme de trek et de balade. Alors, je me suis bien marré, parce que quand j'ai trouvé cette photo, ça m'a rappelé, vous savez, les groupes de rando de l'UTL. Regardez. Voilà, pareil. Les casquettes, le chapeau, les casquettes. Il n'y a pas de bob. Non, voilà. Mais regardez les pompes, c'est des Leroy, etc., etc. Donc, c'est à la mode. Si vous tapez trek au Maroc, vous avez toutes les déclinaisons possibles et imaginables. La balade, avec des étapes de 10-15 km ou 12 km par jour, sans dénivelé. La grimpe, avec 300, 400, 600, et on revient le soir. Vous avez aussi les parcours de découverte botanique. Et puis pour ceux qui aiment la chaleur, qui se prennent pour le père de Foucault, vous avez les treks dans le sud, mais le soir on rentre dans les oasis, et là il fait frais. Et tout ça rapporte de l'argent, et les Marocains, cette fameuse bourgeoisie marocaine dont je vous parlais, très avisée, et les pouvoirs publics, dans les politiques publiques, ont aménagé des gîtes, des trucs chez l'habitant, ça s'appelle des Airbnb chez les gens, mais qui ont des critères quand même, hein, de confort, mais qui ne sont pas tout à fait le confort européen, ont aménagé aussi, et je l'ai découvert, des parcours découvertes. Ça veut dire que certains secteurs du Haut Atlas et du Moyen Atlas sont balisés comme les parcours dans nos Pyrénées. Voilà. Cela concerne les deux montagnes du Moyen et du Haut Atlas, mais pas le Rif. Beaucoup moins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais vous parler des dilemmes. Donc, premier dilemme, une contradiction permanente, je l'ai déjà dit, je le répète, pour les montagnes du Maroc, entre l'importance quantitative et qualitative des besoins et le faible niveau de valorisation des ressources. Ils produisent des choses délicieuses. Je ne suis jamais allé au Maroc, mais je suis sûr que les fruits, les oranges ont goût d'orange, les citrons ont goût de citron, tout doit être bon, très bon. Mais
en petite quantité, on ne peut pas valoriser. Donc, les politiques publiques existent, très fortes. La monarchie marocaine est une monarchie qui fait les choses. Mais elle focalise sur la dégradation des terres, l'érosion, on peut comprendre, la protection des forêts, on peut comprendre, le captage des eaux, avec les résultats que l'on sait, mais rien ou peu de choses sur le désenclavement, la construction de routes et de ponts, surtout des ponts sur les oueds. Les oueds, ils sont toujours à sec, sauf lorsqu'ils sont en crue. Et là, on ne passe pas. Et puis, la mise en place de filières agricoles et pastorales pour vendre les produits et les valoriser. Des filières avec des labels, des appellations, enfin bref, ce que font les agriculteurs français, qui étaient autrefois des paysans. Et je note que ces problèmes des montagnes marocaines, on va les retrouver mutatis mutandis dans toutes les montagnes que nous étudions dans ce cours de géographie. Et là, j'ai mis en bibliographie le bouquin d'une Marie Hori Baraka qui compare les montagnes du Maroc avec les Alpes et avec les Highlands écossais. Marie, M-A-R-I. Je crois que j'ai mis un E, mais il n'y a pas de E à son nom. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous tiens en haleine et je vois que vous êtes pressé de l'apprendre par le Rif. Et alors là, le collègue Troin a trouvé un titre dans un de ses articles, le Rif du kiff. Le kiff, c'est le H. C'est le joint là, le cannabis. Voilà. Donc, le cannabis, alors, on l'appelle le kiff au Maroc. Il pousse, mais alors, merveilleusement bien. Comme dit la journaliste que j'ai citée en bibliographie et qui s'appelle Leïla Ouezani, dans le Rif, le cannabis pousse comme du chien-dent. Il fait chaud, il y a de la pente, il y a des sols profonds, la plante vient bien. Traditionnellement, on utilisait du cannabis, du caïf. Caïf en arabe, ça veut dire plaisir. Voilà, un petit plaisir. En le fumant dans des pipes, qui s'appellent des sepsis, et on le mélangeait avec du tabac. Au Burundi, une variété de cannabis pousse dans les fossés. Et la culture du tabac n'est pas réglementée comme ici, donc on se fait des cigares avec beaucoup de tabac bien sûr, et un peu de cette herbe. Voilà, et ça vous rend bien, quoi, ça vous coupe la faim, bien. Je m'achetais mes petits cigares au Burundi chez une dame qui un jour me dit « Tu les veux comment, normaux ou spéciaux ?» Non, normal ou spécial. Or, donne-moi du spécial, hein, c'est toujours... J'ai compris quand j'ai fumé le premier petit cigare. Et j'avais l'habitude de fumer mes cigares avant d'aller faire cours. Wow. Mais bon, pas grave, le verre de whisky. Donc ça, c'est la culture d'avant, dans cette montagne farouche. Toujours en ébullition, on va le voir là. Hein. Et puis, il y a eu des hippies, des Britanniques, qui sont arrivés à la fin des années 60 et qui ont dit, mais là, vous prenez cette herbe, le kiff, vous la faites sécher avec le tabac, mais non, il faut la transformer en faire de la résine. Donc, l'effet est accru. Voilà. Et quand vous lisez dans la presse 863 kilos de cannabis saisis à Irun, à la frontière, c'est de la résine de cannabis. D'où est-ce qu'il vient? Maintenant, vous le saurez. Il vient du Rif. Voilà. Alors, j'ai des chiffres que j'ai tirés dans ce reportage
que j'ai tirées dans les livres de Troin, que je cite en bibliographie, de près ou de loin, vivent du cannabis. Là, en 2023, 24. Et parmi eux, 200 000 petits agriculteurs. Ces petits agriculteurs, qui c'est qui cultive le cannabis? Alors je vais encore avoir des ougous, les femmes. Qui c'est qui vend le cannabis? Les hommes. Déjà. Mais qui c'est qui va en prison quand il se fait choper? Parce qu'il y a des lois terribles contre le kiff, ce sont les hommes. Actuellement, la journaliste a trouvé 16 000 paysans condamnés pour culture de caïf et en fuite. Et les prisons marocaines, paraît-il, c'est pas... c'est rude. Mais ça rapporte de l'argent. Ça rapporte énormément d'argent et surtout ça entretient des réseaux de trafiquants, des chimistes qui vont transformer, alors je ne sais pas comment on fait pour transformer l'herbe en résine, il doit y avoir des trucs. Hein. Et puis on a même introduit de nouvelles variétés, parce que ça a beaucoup de succès, de nouvelles variétés de cannabis comment dirais-je, qui sont plus productives, qui sont moins bonnes que les anciens plants, mais qui sont plus productives. Et puis on arrose, donc on pompe. Et comme on manque de place, je vous ai parlé tout à l'heure des cèdres bleus du Rif. On les abat. Et comme dans tous les processus mafieux, que ce soit pour l'urbanisation ou là pour le cannabis, ça commence par l'incendie. D'abord on fout le feu, et après on dit bon, c'est brûlé, hein, allez. Voilà, donc avec de la corruption pour les autorités locales, mais le pouvoir de Rabat envoie des policiers, des juges, etc. Mais bon, ça rapporte beaucoup. Voilà pourquoi il y a relativement peu de touristes qui vont dans le Rif, sauf ceux qui vont aux commissions. Deuxième chose, toujours dans les articles que j'ai pu lire, le Rif est en ébullition. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans le Rif qui, au début du XXe siècle, était espagnol, qu'a éclaté une révolte terrible. C'est la révolte d'Abd el-Krim. Abd el-Krim, si je vous montrais sa photo, voilà. Alors là, voilà des parcelles de cannabis. Alors, bien sûr, c'est pas la Iowa, c'est pas la bosse, vous voyez, il y a un petit côté hirsute, voilà le cannabis, voilà. Je vous ai parlé aussi des efforts, j'ai complètement oublié, j'étais pris par mon sujet, voilà, Abd el-Krim, El-Khattabi, celui qui écrit en arabe, dont le lettré. Au départ, il est employé par les Espagnols. Il est policier pour les Espagnols. Et puis, ceci, on va faire des stages, parce qu'il est doué, de formation en Espagne. Et là, il découvre les monuments laissés par les musulmans pendant la grande époque. Et il voit que ça a été merveilleux. Il dit, mais on s'est fait spolier, on s'est fait virer. La Reconquista, ça n'a pas été une histoire de bisounours, c'est tout le monde, il est beau. Non, là, voilà. Alors, il revient. Et il va créer des foyers insurrectionnels. Et juste après la Première Guerre mondiale, il a créé une armée. Alors, ça tombe bien, parce que les gens du Rif, les tribus, comme ceux du Moyen et du Haut Atlas, ils aiment bien faire la razzia. Ils aiment bien se battre. Ils savent bien, même si on leur vend des armes inutilisables, faire ce qu'il faut pour qu'elles soient très utilisables. Et tenez-vous bien, alors il y a pillage, etc. Et tenez-vous bien, les troupes d'Abd el-Krim vont battre les Espagnols en 1920. L'armée espagnole se fait battre par les pillards d'Abd el-Krim. À tel point que la France, je vais vous en parler tout à l'heure, car le protectorat, je vais vous en parler tout à l'heure, depuis 1912, intervient aux côtés des troupes espagnoles pour réduire Abd el-Krim. Et j'ai un de mes grands-pères
qui est allé faire à la guerre du Rif. Il paraît qu'il a gardé un souvenir merveilleux. Mais on ne nous a jamais dit pourquoi. Il y a comme ça des mystères. Voilà. Bien. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur ces espaces comme enjeu. Et puis, toujours, pardon, j'ai passé ce souci de lutter contre la dégradation pastorale. C'est le grand combat. Je pense que ça pourrait être sanglant. Je pense qu'on est arrivé à des points de rupture. Je voudrais terminer en vous parlant du poids du temps, de la mythologie, de l'histoire. L'Atlas, pourquoi l'Atlas? Eh bien, vous savez que Atlas est un des titans, qu'il avait désobéi à Zeus, et que Zeus, pour le punir, l'a obligé à porter le poids du monde. Et il a porté le poids du monde dans l'Atlas. Et Hercule, dans son 10e travail, devait aller chercher les bovins du Géryon, tout à fait à l'ouest. Il y est allé, et pour marquer les limites du monde connu, il a mis 2 colonnes, une sur Gibraltar et l'autre sur le Jalaba dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà les colonnes d'Hercule. Et voilà l'Atlas. Voilà. Et puis, ces populations dont je viens de vous parler, c'est des Berbères. C'est des tribus, des gens organisés. Alors, tribus, moi je dirais des clans élargis. Des clans familiaux, etc. Bien organisés, structurés par vallées, très solidaires, retors. Je vous ai parlé des Schleux, et qu'on donnait du fil à retordre. Quand la France a obtenu de haute lutte contre l'Allemagne avec l'appui de l'Espagne et de la Grande-Bretagne le protectorat du Maroc au détriment des Allemands, les Schleux se sont révoltés. Ils ont viré le sultan qui était à Fès et ils l'ont envoyé à Rabat. Donc, alors, ces Berbères, ces tribus, ce sont des Berbères, ils sont entre 15 et 20 millions, c'est la plus importante communauté berbérophone du monde, et surtout du Maghreb. Leur langue, c'est l'amazighe, pardon, c'est une langue officielle du Maroc. Donc, avec un alphabet qui est pas l'alphabet arabe. Voilà. Le Maroc devient protectorat français en 1912, avec un gouverneur général qui s'appelle Lyautey, qui fait des travaux énormes, des villes, des ponts, des chemins de fer, tout pour la plaine. Très peu de choses pour la montagne. Problème. Voilà. Et actuellement, eh bien, ça continue. Parce qu'il reste de cette histoire coloniale 2 enclaves, Ceuta et Melilla, bloquées entre la mer et le Rif, que les Espagnols appellent los presidios. Un presidio, en espagnol, c'est un bagne. C'était Cayenne. Bon, ça reste. Et là, tous les migrants de l'Afrique subsaharienne viennent essayer de passer à Melilla ou à Ceuta, un peu plus à l'ouest, et de temps en temps, les autorités marocaines les autorisent à couper les barrières, les fils de fer barbelés. Alors tout de suite, les autorités espagnoles sont beaucoup plus conciliantes avec les autorités marocaines. Voilà, les migrants. Les voilà les migrants. Vous avez les mêmes à Calais. Vous avez les mêmes... Parce qu'il n'y a pas qu'ailleurs. Vous avez les mêmes entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. Vous les voyez. L'année dernière, il y a un pauvre garçon qui n'avait pas compris que sur les chemins de fer circulaient des trains et qui s'est fait couper en morceaux. Voilà. Donc, je termine là-dessus en disant que ces montagnes marocaines, milieu à part, milieu en tension, milieu qui bouge beaucoup, mais qui est en train de se vider de beaucoup de sa population. Je termine par une conclusion en 3 points. Le premier, je dirais que la montagne marocaine est un marqueur essentiel des paysages,
du pays et pourvoyeuse en eau des contrebas, et c'est un espace en tension. Je viens de le dire, je me répète. Des déséquilibres structuraux pèsent sur l'organisation de l'espace et sur la vie des montagnards entre ressources de la nature et pression anthropique, avec de larges secteurs marginalisés quand d'autres vallées, plaines intérieures ou espaces de piémont se développent à plein. Contraste. Une telle dichotomie des espaces marocains, et j'élargis, se retrouve dans nombre d'autres grandes montagnes du vaste monde lorsque tous les territoires ne s'intègrent pas en harmonie les uns avec les autres. Il y a souvent plusieurs montagnes dans la montagne. Merci beaucoup. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.